Et bonsoir. Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la dernière session, la troisième et dernière session de ce qu'on avait appelé Design Break. Et pour tous ceux, toutes celles qui étaient là hier et avant-hier, ça y est, on va pouvoir vous rendre au début de soirée. Vous allez pouvoir profiter de votre créneau entre 19h et 20h, c'est cool. Et la troisième session là, on va la faire autour de l'UX Writing avec deux personnes qui vont m'accompagner tout au long de cette heure-là. Je serai avec Amandine. Salut Bonsoir. Amandine. Alors, Salut. quand on a annoncé l'événement, on a dit que tu étais Head of UX Writing chez Accor, et tu as peut-être quelque chose à nous dire et à corriger. Oui, oui, ouais, c'était pertinent à l'époque, mais j'ai quitté Accor depuis. Enfin, j'étais en train de quitter Accor et là, je suis chez Sendinblue. Voilà, super. Donc, petite annonce, petite primeur, tu as commencé lundi, donc c'est cool, voilà. Et Sophie, qui est UX Writer chez Doctolib. Salut Sophie. Ouais, salut. Et donc l'idée, c'est comme les précédentes sessions, on va passer une heure ensemble. Pendant 40 minutes, on va aborder des thèmes qu'on a listés ensemble autour de l'impact de l'UX Writing au sein d'une équipe produit, comment se développe un petit peu le métier, les notions de localisation, les notions de content system également, etc., etc. Et pendant 20 minutes à la fin de la session, vous aurez l'opportunité, tout au long de la session d'ailleurs, vous aurez l'opportunité de poser des questions dans le petit onglet questions qui est en haut à droite. Vous avez des onglets de chat, questions, etc. Vous allez pouvoir poser des questions et voter pour les questions que vous voulez voir passer. Et à la fin de l'heure, sur les 20 dernières minutes, on va passer celles qui ont été le plus votées et essayer d'y répondre. Je crois que j'ai tout dit sauf ma petite présentation à moi. Je m'appelle Julien Pelletier et je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle The Design Crew et qui globalement, ce qu'elle elle fait de la formation en product design pour à peu près tous les niveaux. Alors ça va des gens qui se reconvertissent en product design aux designers qui sont déjà bien expérimentés. Et d'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour les masterclass qu'on vient de lancer à destination des designers qui sont expérimentés justement. Alors, c'est des programmes qui sont en ligne et qui permettent de vous spécialiser dans différents segments du design, que ce soit le design system, UX writing, user research, test utilisateur, etc. Et sur celle UX writing, on y retrouve Sophie, qui est avec nous ce soir et qui vous partage un petit peu ses secrets. J'en profite pour mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez aller checker. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est dans le chat si vous pouviez mettre, si vous êtes UX writer, si vous êtes designer, si vous faites un autre métier, etc. Histoire de voir un petit peu à qui on parle, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. On va pouvoir se lancer et rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander un petit peu de vous présenter, de nous dire un petit peu d'où vous venez et c'est quoi votre parcours qui vous a mené à être aujourd'hui UX Writer. Je vais commencer par Sophie. Sophie, tu peux nous raconter un petit peu d'où tu Ouais, viens? ouais, carrément. Alors du coup, bon, j'ai déjà été présentée. Je suis UX Writer chez Doctolib. Avant de rejoindre Doctolib, j'étais freelance. Donc j'étais UX Writer, mais aussi content stratégiste pendant à peu près 3 ans. Donc du coup, je suis rentrée par la porte du contenu côté marketing pour me lancer en freelance. Et avant d'être freelance, j'étais content stratégiste chez ABTC. Et en fait, j'ai plutôt un parcours et des études marketing. Et voilà, mais j'ai toujours bossé avec des entreprises, des boîtes tech de l'écosystème parisien. Et du coup, par affinité pour le produit et pour l'UX, en fait, je me suis rapprochée des équipes produit et design. Et je suis devenue UX Writer sans vraiment le savoir au début. Et après, j'ai amélioré mes compétences en produit, en UX, et je me suis vraiment spécialisée dans l'UX Writing. Voilà pour C'est le pitch clair. assez rapide. Et toi, Amandine? Alors, moi, je connais déjà plus ou moins la réponse, le début de la réponse, mais je suis bien curieux d'en apprendre un peu plus. Alors, donc moi, je viens de la traduction et de la rédaction technique. La rédaction technique étant l'art d'écrire les manuels utilisateurs que personne n'a envie de lire. Et en fait, ça permet de mettre en place des bonnes stratégies de vulgarisation, de cohérence et de concision. Et donc après ça, j'ai pas mal travaillé dans la traduction, le contenu. On s'est rencontrés, Julien, chez Blablacar. Après, j'ai passé là 2 ans chez Accor au sein de l'équipe UX et je viens de rejoindre Sendinblue toujours en tant qu'UX Writer. Ok.
Super, merci pour les petites intros. L'UX Writing, c'est un sujet qui est assez chaud. Il y a pas mal de communautés qui se créent. Il y a pas mal d'événements qui se créent aussi, qui s'organisent autour du sujet. Euh, En discutant avec les gens qui font le même métier que vous, c'est quoi les autres parcours qui mènent un petit peu à ce métier, en fait, là? D'où les gens viennent. On a parlé de localisation, on a parlé de documentation technique, on a parlé de content strategy, etc. C'est quoi les autres parcours? Amandine, tu as des billes là-dessus? Et ben là, j'ai l'impression qu'entre Sophie et moi, on a en tout cas une grosse partie. Moi, je fais partie du collectif UX Writers FR, où donc il y a pas mal de personnes qui nous contactent en cours de reconversion ou avec des projets de reconversion. Et c'est vrai que globalement, on a deux écoles, les personnes qui arrivent un peu de la traduction technique, et les personnes qui arrivent plutôt de la com. Mais peut-être que Sophie, tu as plus de billes là-dessus. Ouais, alors c'est vrai que globalement, les personnes qui se tournent vers l'UX Writing viennent plutôt des métiers liés à la rédaction, donc que ce soit le marketing, le journalisme, la com. Tu parlais de traduction aussi, Amandine. Je pense que globalement, c'est un petit peu tous ces profils voilà, qui ont été rédacteurs dans une précédente expérience. Mais il y a aussi, je pense, tous les profils qui sont liés à l'UX, qui travaillent dans l'UX en général, donc les designers ou les user researchers aussi qui commencent à soit améliorer leurs compétences en UX Writing, soit s'intéresser vraiment de près à ce métier dans une optique de reconversion. Ouais, Mais c'est des ce trucs qui que est vous voyez, ça, des intéressant, gens des gens qui font ce métier-là de designer ou de researcher et qui veulent switcher vers un métier du X-Writer. ouais, alors c'est plutôt enfin aujourd'hui c'est plutôt des conversations qu'ils ont, des questionnements enfin voilà, ils se posent des questions là-dessus. Par appétence personnelle ou intérêt pour la rédaction. Et en fait, ils s'étaient tournés vers le design par choix un peu plus évident pour eux à ce moment-là. En fait, ils s'intéressent à ce métier. Aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière, un métier qu'on intègre aussi dans les équipes. Donc, du coup, ça fait aussi réfléchir et potentiellement se reconvertir. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Et ça, c'est aussi intéressant. On voit qu'il n'y a pas que des personnes liées à la rédaction, en tout cas, qui s'orientent vers ça. Hmm. Je vois que dans le chat, les gens ont répondu. Il y a du product designer, il y a du product manager, il y a même personne qui était dev, CMO, etc. C'est bien parce que ça intéresse pas mal de personnes. En fait, le sujet intéresse pas mal de personnes. J'ai une autre question pour le chat. Est-ce que vous travaillez dans des boîtes où il y a déjà des UX writers? Alors, les gens qui ne sont pas UX writers, parce qu'évidemment, eux vont répondre oui. Mais est-ce que vous travaillez dans des boîtes qui ont ces compétences? Alors, non, non, non. Non, 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 etc., etc. C'est quand même dommage. Moi, je suis un peu surpris, pas surpris, mais je trouve ça quand même un peu dommage. Euh, Votre, votre perspective un petit peu sur l'état du marché actuel, Sophie, Amandine, est-ce que vous voyez ça suit l'engouement qui se donne pour la discipline? Elle est suivie par des créations de postes? Est-ce qu'il y a plus d'offres d'emploi pour des UX writers en ce moment, etc. Sophie, peut-être. Euh, ouais, alors j'ai envie de dire oui et non, parce que je pense que il y a un intérêt pour l'expertise. On a encore besoin, je pense, beaucoup d'évangéliser sur la nécessité d'avoir un UX writer d'intégrer un UX writer. Euh, Après, j'ai l'impression que ça se développe un peu plus par des missions en freelance dans un premier temps pour justement se familiariser avec l'expertise en interne, peut-être sur des missions un peu plus précises, dans l'optique un peu plus long terme de créer un poste. Voilà, en fait, c'est un peu ma vision. Je ne sais pas si toi, Amandine, tu as un petit peu plus de connaissances là-dessus. J'ai l'impression, en tout cas, il y a pas mal d'entreprises qui nous contactent, qui contactent le collectif dont je fais partie avec l'idée, ils voient qu'il y a un truc qui va pas au niveau du contenu, et souvent ils se disent on va avoir une personne en freelance qui va résoudre tout ça en 2 ou 3 semaines. Et c'est vrai qu'en 2 ou 3 semaines de mission, ou même avec une mission plus longue, on peut poser des bases, mettre en place des guidelines, ou participer à la création d'un design system qui porte le contenu. Mais généralement, après ça, les entreprises, j'ai l'impression, une fois qu'elles se sont habituées à ce que quelqu'un s'occupe du contenu, ont du mal à pas recruter quelqu'un. Ce qui est plutôt positif pour le métier. Et puis, on a
un deuxième type d'entreprise qui nous contacte en fait en voulant créer un poste sans avoir de définition très claire ou avec une orientation très marketing et qui nous contactent parce qu'ils savent pas quoi chercher et où trouver. En gros, voilà. Justement, Ces deux mouvements-là. cette peut-être incompréhension ou tu vois, genre ce regard un peu marketing que certaines personnes peuvent avoir, etc. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose d'acquis. Et il y a des gens qui, dans le chat là, posaient des questions sur, qu'est-ce que l'UX writing justement, ou qui auraient bien aimé retrouver une définition de votre part sur le sujet, qui peut se lancer pour donner une définition de ce que vous faites, pour préciser ce que vous faites. Alors moi, je veux bien y aller et je suis sûre que Sophie complétera ça très bien. Jusque-là, dans les entreprises, on avait des personnes qui s'occupaient de faire le design des sites web et des applications. Et l'UX Writer arrive pour ajouter la couche de contenu. Ça veut dire que nous, on est des designers, mais qu'on travaille avec des mots, pas avec des couleurs, des tailles de boutons, des arrondis et ce genre de choses. Nous, on choisit le contenu. De mon côté, ça suppose souvent une prise en compte de l'accessibilité parce que le contenu est porteur d'accessibilité, notamment pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes et qui ont besoin d'appareils de vocalisation des interfaces. Donc, ça suppose d'écrire d'une certaine manière et avec également un souci de traduction. Alors, on traduit jamais vers toutes les langues que vise une entreprise, mais on peut avoir ce souci-là de se dire, attends, en fait, en allemand, ça va être beaucoup plus long qu'en anglais, il va falloir prévoir des boutons un peu plus gros. Voilà. Sophie, je te laisse compléter. Ouais, je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, en tout cas pour ma part chez Doctolib, je suis intégrée dans l'équipe Product Design. Et du coup, en fait, je vais collaborer avec les designers pour justement améliorer l'expérience utilisateur à travers les mots, à travers le contenu, ce que tu disais, Amandine. Et du coup, la différence entre un copywriter et un UX writer, c'est que nous, on va écrire sur des composants design et on va prendre en compte en fait l'expérience utilisateur. Et du coup, on a aussi l'enjeu de donner une solution à un utilisateur en fonction d'une problématique qu'il y avait au début ou en tout cas d'un parcours assez précis. Et voilà, du coup, c'est un petit peu ça pour pitcher rapidement la différence entre un copywriter côté marketing et ce qu'on peut faire côté UX writing. Ça se voit quand même qu'on a l'habitude d'expliquer ce qu'on fait en soirée quand même. Enfin, c'est la grande question. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est exactement ce que je me disais. Et on avait il y a quelques mois fait un événement avec Travis Sard Airbnb qui a bossé avec nous chez Blablacar, Amandine, et Mike Winton que je vois dans le chat qui a dit bonjour là, récemment. Salut Mike. Travis nous disait moi je mets les mots qui sont dans les boîtes sur vos applications, et c'est un peu ça quoi. Mais alors ça c'est la version un peu, tu l'expliques à tes grands-parents ou à un enfant de 5 ans. Et c'est vrai que le côté designer, c'est vrai qu'il n'est pas toujours très compris. Et il y a différentes appellations en fait pour ce métier. Je sais pas si c'est Deliveroo qui appelle ces UX writers des content designers, mais je crois que ça existe aussi comme appellation. Il y a aussi UI copywriter. J'ai vu ça récemment. Donc ouais, il y a plusieurs appellations, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le métier en soi, il se cherche un peu dans le sens où on n'a pas forcément dans toutes les entreprises défini le même scope pour un même métier. Et du coup, il y a des appellations un peu différentes, mais on parle souvent de la même chose en fait. Alors, du coup, un designer, un product designer, on commence à voir un petit peu c'est quoi ses outils, comment ça travaille, etc. Les outils d'un UX writer, c'est quoi? Avec quoi vous travaillez? C'est quoi vos outils, Amandine? Alors, avec les mêmes outils que des designers, même si je maîtrise moins Figma. Enfin, si tu me demandes de faire un écran de A à Z, ça va être assez sommaire et pas très beau. Mais en tout cas, on a besoin de savoir utiliser les mêmes outils que les designers. Et après, il peut y avoir des référentiels spécifiques. Si on doit, par exemple, utiliser
une version simplifiée, que ce soit du français ou de l'anglais, parce qu'on vise des publics dont le français ou l'anglais n'est pas la langue maternelle ou qui peuvent avoir des problèmes cognitifs. À ce moment-là, on peut avoir des outils supplémentaires de vraiment traitement de la langue. Et comme moi, j'arrive plutôt de la traduction, je conçois souvent mon métier, enfin le contenu, depuis la création et les devs, avec les PM et les traducteurs comme un seul flow. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils pour gérer ça. Donc, il y a plusieurs outils qui fonctionnent bien. Voilà. Tu penses à quoi? Tu Il penses y à a quoi comme outil? Phrase qui tourne bien, qui est vraiment bien fait. Il y a Transifex aussi, que je connais moins bien. Ok. Et puis, il y en a quelques autres Ok. sur le Donc ça, marché. oui, effectivement, c'est pour gérer dans ton produit. C'est vraiment pour l'implémentation de votre travail, comment ça va se retrouver dans le produit et pouvoir être localisé en différentes langues, etc., quoi. C'est ça. Ok. Et tu disais tout à l'heure quelques outils pour l'accessibilité pour les gens dont le français ou l'anglais n'est pas la langue maternelle, etc. C'est quoi cet outil-là en fait? C'est un dictionnaire des synonymes? C'est quelque chose d'autre? Il peut y avoir des listes de vocabulaire, que ce soit de français ou d'anglais simplifiés, qui sont véritablement des listes de mots dont on considère qu'ils sont partagés par les personnes d'un certain niveau. Alors après, tu as différents niveaux de langue selon les personnes à qui tu veux t'adresser. Et il y a des outils aussi qui peuvent t'indiquer si tes phrases sont trop longues ou ce genre de choses. Ok. Il y a, tu sais, en accessibilité pour les designers visuels, il y a des normes, en fait, il y a des contrastes, des trucs comme ça. Et il y a des normes AA, AAA, etc. Tu vois. Est-ce que vous travaillez, vous, avec les niveaux de langue, tu vois, genre, il y a, en français, je crois qu'il y a B1, B2, C1, C2. Est-ce que vous travaillez avec ça pour l'accessibilité? Alors, en tout cas, de mon côté, non, jamais. C'est des choses que j'ai pu apprendre lors de mes études, mais je m'en suis jamais servi au sein d'entreprises. Mais je sais qu'il y a l'incubateur de start-up du gouvernement Betagouv qui fait un gros travail de simplification des interfaces des impôts ou des ministères, par exemple. Et eux, je pense qu'ils doivent travailler avec ces outils-là de manière plus quotidienne. Ok. Sophie, toi, tu voulais compléter des choses sur les outils que vous utilisez au quotidien? Non, je suis complètement alignée avec ce que disait Amandine sur le fait qu'il faut maîtriser un minimum Figma parce qu'en fait, c'est l'outil qu'on utilise tous les jours. Enfin, en tout cas, me concernant, parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens en fait en tant que UX-writer de concevoir la copie en dehors des flows. Donc du coup, il faut vraiment utiliser les mêmes outils que les designers, les maîtriser un minimum, même si on ne prétend pas pouvoir faire des écrans en entier aussi bien qu'eux. Mais voilà, c'est vraiment un minimum parce que aussi les changements de contenu vont avoir un impact sur le design. Il faut être capable aussi, quand on veut recommander quelque chose, de pouvoir le mettre en application. Donc, j'utilise Figma principalement et Phrase aussi pour gérer en fait la mise en prod du contenu et aussi l'aspect multilangue du produit. Ok, toutes les deux, vous avez mentionné Phrase. Du coup, ça m'amène à une question un peu suivante phrase, ça s'écrit comme une phrase, Ouais, c'est ça. Suzanne. Ça s'appelait Phrase App avant, et je crois que ça s'appelle juste Phrase maintenant. Et donc, il y a une partie de Phrase justement qui permet de gérer facilement la localisation et de votre produit. Vous parlez pas toutes les langues, j'imagine, des produits pour lesquels vous travaillez. Je sais que Doctolib est également présent en Allemagne. Sendinblue, tu me parlais de Sendinblue, Amandine. Il y a plusieurs pays également, etc. Comment vous assurez que la valeur de votre travail, la précision que vous apportez dans le choix des mots on a choisi ce mot-là plutôt que celui-là parce que ça connote une autre idée, etc. Comment vous assurez que ça fonctionne et qu'il n'y a rien de perdu en valeur quand vous passez dans d'autres langages? Ouais, alors du coup, pour prendre cette question, chez Doctolib, on a fait, en fait, c'est une configuration qui est un peu différente puisqu'on est présent dans uniquement 3 pays, on va dire. Et du coup, on a fait le choix aussi par rapport au fait que Doctolib,
c'est un outil qui va toucher à la santé et qui est dans le secteur de la santé. C'est quand même un secteur qui est particulier, qui est propre à chaque pays. Du coup, on a fait le choix en fait de recruter des UX writers par langue native. Donc, du coup, il y a une personne qui s'appelle Kai qui est UX writer pour l'Allemagne et Chiara qui est UX writer pour l'Italie. Et du coup, en fait, on a comme base le design system, enfin le content system, si on peut dire, qui est en fait notre base commune avec vraiment l'ensemble des guidelines pour être cohérent d'un produit à l'autre. Mais eux, ils vont avoir aussi cette localisation un peu du contenu qui va être beaucoup plus précise en fonction du marché, forcément. Le produit va être un petit peu localisé sur certains aspects. Par exemple, en France, on a la carte vitale, c'est quelque chose qu'on va pas retrouver dans le produit en Allemagne ou en Italie, par exemple, et eux ont leur spécificité. Donc, du coup, ils vont vraiment affiner les choix de wording en fonction du produit et de la langue. Mais du coup, je sais que dans d'autres produits où il va y avoir énormément de langues à gérer, ça se passe différemment. Et du coup, j'imagine que c'est peut-être plutôt ton cas, Amandine. Avant Ouais, de lancer Amandine, désolé Amandine, vas-y. il y a un truc que j'ai envie de creuser, tu vois, un peu plus concrètement, et je reviendrai vers toi pour poser la question, parce que je sais que tu as sûrement des réponses là-dessus. Euh, Comment ça se passe concrètement en fait? Un designer, un UX writer travaille sur une feature, sur un projet, et derrière, comment ça se passe? Est-ce que les trois UX writers des trois langues travaillent sur le même projet, ou est-ce qu'il y a des interlocuteurs qui doivent arriver à tel moment du projet pour s'assurer qu'en italien, ça se dise, enfin, que ça soit correctement localisé, et en allemand, pareil. C'est quelle danse que vous avez à ce niveau-là? Euh, Tu veux dire dans quel process ils s'inscrivent eux de leur côté ou... Ben, en fait, est-ce que tu as un designer qui va travailler sur une feature pour le produit Doctolib un petit peu au global qui impacte les trois pays? Alors, je sais pas, je présume que ça peut arriver. Est-ce que les trois UX writers vont collaborer sur le même projet, ou est-ce qu'à un moment, on va consulter, je sais pas, toi plus Ouais. Chiara qui bosse à l'Italie, parce que ça a été l'idée par la personne qui est en Allemagne, dont j'ai oublié le nom. Mais et derrière, vous allez arriver un petit peu en renfort. Comment ça se passe exactement? Ouais, alors il y a un peu les deux. En fait, il y a une base commune parce que le produit reste commun quoi qu'il arrive. Donc du coup, là, on va vraiment avoir un travail très de collaboration. Moi, il y a certains produits, enfin projets en tout cas, avec lesquels je vais travailler avec l'Allemagne parce que du coup, ils vont être sur certains projets qui vont être intéressants ensuite de récupérer ou d'implémenter. Enfin voilà, on a vraiment une collaboration quelle que soit la langue, parce que du coup, notre langue de travail, c'est plutôt l'anglais. Donc, du coup, on n'a pas de souci à naviguer entre les projets, quelle que soit la langue. Mais après, c'est vrai qu'on a l'ownership de notre propre produit et langue native. Et il va y avoir des spécificités qui vont être vraiment sur les produits. Donc là, on va vraiment intervenir dans la langue native dès le début. Donc voilà, mais on essaye vraiment d'être dans une. On n'est que trois, donc on a la chance de pouvoir collaborer super facilement. Donc du coup, on essaye de le faire le plus possible. Et puis en fait, on en apprend beaucoup aussi des utilisateurs quand ils sont en Allemagne. Ils ont une autre vision du produit, ils ont une autre approche, un autre usage. Donc du coup, c'est hyper important aussi qu'on puisse collaborer sur ce genre de fonctionnalité. Et Ok, voilà, donc c'est un peu les deux en fait. ok. Et dans le cas où c'est un peu plus compliqué et que t'as pas un UX writer par langue, Amandine, comment ça se passe pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de valeur dans ton travail? Alors, j'aimerais bien te donner une réponse claire et rapide et te dire, voilà, si tu suis ces 4 étapes, tu es sûr qu'il n'y aura jamais de perdition de déperdition de ton travail. La vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça et je crois que personne n'a vraiment de réponse à cette question-là. En tout cas, il y a plein de boîtes qui fonctionnent avec plein de modèles différents. Je sais que chez Booking, assez longtemps, ils avaient des copywriters, enfin des UX writers pour les grosses langues de leur marché. Je crois qu'ils ont re-switché vers un modèle anglais puis traduction. Mais pour essayer de te répondre rapidement, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir des liens un peu forts avec ton agence de trad, de pouvoir envoyer des écrans pour donner un maximum de contexte et des briefs sur le contenu que tu as besoin de voir traduit. En fait, expliquer
ce qui est en train de se passer, où on en est du produit. Ça aide beaucoup. Ça et aussi d'avoir des lexiques un peu clairs. Ok, ok. Autre sujet là, on a parlé un petit peu de localisation. Tout à l'heure, Amandine, tu as parlé vite fait de content system. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert, quelle forme ça prend, tout ça? Ok. Et ben, alors on avait fait intervenir Mike qui est là avec le collectif UX Writers à ce sujet et le talk est en ligne parce qu'il aura développé mieux que moi. L'idée en fait c'est que le design system à la base c'est pour éviter de réinventer la roue à chaque fois qu'on a un besoin. Si on va faire un flow qui a déjà existé, autant récupérer des éléments. L'idée étant que si on intègre le contenu à ce système-là, on va savoir ce qui performe le mieux, parce que potentiellement on aura fait des A/B tests et qu'on saura que tel bouton au niveau de la transaction, il fonctionne mieux, il est mieux compris. Donc tu vas stocker cette information-là dans ton design system et réussir à la réutiliser pour en fait minimiser tes efforts. Et à quoi ça ressemble, ça dépend jusque-là de ce que j'ai vu des différentes entreprises et de comment elles font leur design system. Ok. Et toi, Sophie, content system, est-ce que vous avez déjà des choses en place chez Doctolib autour de Ouais. ça? Ouais, on a bossé une grande partie de l'année dernière sur le design system justement, et j'ai collaboré avec les équipes justement pour créer cette partie content. Du coup, comme l'expliquait Amandine, il y a 6 objectifs là. C'est vraiment de pas à chaque fois se réinventer, d'avoir aussi un produit qui soit cohérent et pertinent. C'est hyper important quand on a plusieurs fonctionnalités, mais aussi quand on a du coup plusieurs pays aussi, d'avoir des règles communes. Et puis en fait aussi d'avoir un bon français en fait sur le produit, faire pas mal de recherches. Je pense notamment, j'ai passé pas mal de temps à faire beaucoup de recherches sur le format de date et donner des conseils pour être sûr que du coup en fait on n'a pas 12 formats de date différents, parce que la date on peut l'écrire de plusieurs manières, mais qu'on respecte vraiment aussi la langue française et le format de date classique. Et du coup voilà, donc c'est un peu ce genre de guideline, mais il peut y en avoir aussi des plus, on va dire, macro sur des grands principes ou des bonnes pratiques. Par exemple, écrire positivement, éviter les tournures négatives, faire simple, être cohérent quand on a plusieurs call to action sur un même écran. Voilà, il y a un petit peu plusieurs niveaux de lecture qui vont en fait sur le design system, en tout cas tel qu'on l'a construit, sur une overview en fait des bonnes pratiques UX writing à un niveau de détail qui va vraiment en détail sur les différents composants du design system côté produit. Donc, du coup, comment on écrit sur le label d'un call to action, comment on écrit sur un formulaire, les placeholders, les labels, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux de détail. L'idée, c'est que comme on est souvent sous-représenté en UX Writing, on ne peut pas être partout. Donc, du coup, en tout cas, pour moi, c'est super important d'avoir construit quelques guidelines pour donner de l'autonomie aussi aux autres équipes, que ce soit les designers ou les PM, qui puissent en fait écrire du contenu tout en conservant une certaine cohérence par rapport à notre travail. Donc ça, c'est aussi super important chez nous. Ok. En tout cas. Est-ce que vous êtes allé Vas-y, Amandine. Vas-y. Un dernier point qui m'est venu en écoutant Sophie. J'ai remarqué assez souvent que les designers, en tout cas sur la scène parisienne, ils designent soit en anglais, soit en français. Et que, en fait, l'allemand est beaucoup plus long, le russe est beaucoup plus long, puis alors le polonais, c'est encore autre chose. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de donner des éléments aux designers pour qu'ils fassent dès le début des écrans qui vont ressembler à ce qu'on aura finalement. Donc, si on a un écran de recherche de ville parce qu'on est sur une interface de voyage, éviter des exemples avec Paris et Lyon, mais peut-être privilégier Saint-Pétersbourg ou Clermont-Ferrand pour avoir une véritable idée de ce à quoi va ressembler finalement le produit une fois live. Ou si on utilise des prix, pas mettre 20 €, mettre un prix en rouble, par exemple, ça peut être pertinent.
C'est clair. Je me souviens de ces exemples-là chez Blablacar où on mettait 28 euros le trajet et en fait, tu passais en roupie ou tu passais en rouble et tu avais ta cellule qui débordait et c'était intenable, quoi. Effectivement, c'est des belles problématiques. Est-ce que vous allez jusqu'à mettre des labels déjà, du content déjà dans les composants Figma et pour que ça soit un peu prêt à l'emploi et tu prends ton message d'erreur, il est déjà plus ou moins, t'as un truc générique et que tu peux prendre en attendant d'avoir l'erreur spécifique pour ton cas, etc., quoi. Est-ce que vous avez déjà ces raccourcis-là dans vos content systems, dans vos design systems? Alors, pas Sophie. vraiment. Ouais, pas vraiment pour le coup. Enfin, en tout cas, il y a des exemples. Enfin, en tout cas, le design system de Doctolib, on a fait exprès de mettre des do and don't pour justement montrer visuellement, en tout cas, ou d'un point de vue pratique, à quoi ça ressemble la bonne pratique et à quoi ressemble la mauvaise. Du coup, pour orienter justement et pas avoir quelque chose de super générique, mais d'être directement dans la solution et directement dans quelque chose de juste et cohérent avec la guideline qu'on veut mettre. Donc, on évite un petit peu de mettre des choses un peu neutres, mais on explique justement où il faut pas aller et vers quoi il faut aller. Je sais pas si c'est Ok. Et super de clair. façon pratique, et de façon très pratique, les guidelines, elles se trouvent où? Elles sont dans un document, elles sont à côté des Elles, composants dans Notion, elles sont. elles sont en ligne dans le design system de Doctolib qui s'appelle Oxygène. Donc, du coup, c'est public, tout le monde peut aller jeter un œil. Mais voilà, du coup, il y a un onglet product, un onglet content et un onglet brand et qui sont liés entre eux et entre lesquels on peut naviguer. Et du coup, voilà, tout est complémentaire. Je pourrais d'ailleurs envoyer le lien dans le chat si J'étais en vous le train de le trouvez pas. chercher, mais si tu l'as, Ouais, effectivement, je vais le ça chercher. peut valoir le coup. Super. Et il y a tout à l'heure un truc que tu as dit, Sophie, sur le côté écrire positivement, etc., etc. Tu vois, quelques guidelines d'écriture. Euh, c'est quoi votre collaboration en tant que UX writer avec une équipe brand qui va définir un peu le ton de la marque et de la boîte au général, et pas uniquement le produit, et comment ça collabore et comment ça arrive chez vous? Est-ce En que vous fait, avez déjà eu ces problématiques? ouais, bah, je viens de voir le lien d'ailleurs Oxygène passer sur le chat, merci. Du coup, ben, nous, on a une collaboration qui est de plus en plus forte avec l'équipe brand parce qu'en fait, c'est hyper important en fait, le produit peut pas résumer la personnalité et l'image de marque parce que ça va bien au-delà du produit. Il y a les messages marketing, il y a le customer support aussi, il y a la FAQ. Enfin, en fait, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Donc, même si le produit, c'est ce qu'on vend et c'est la colonne vertébrale, il y a, euh, il y a qui est la marque, comment elle s'exprime, qui sont ses utilisateurs. Et en fait, tout ça, c'est défini par les équipes brand s'il y en a ou marketing, ça dépend des structures. Et en fait, voilà, il va y avoir des éléments un peu plus, on va dire, macro qui concernent l'entreprise que nous, on va pouvoir récupérer et du coup mettre en pratique dans le produit. Je pense au tone and voice. Je pense aussi à la relation qu'a la marque avec les utilisateurs, qui sont les utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer et en fait, ça va déterminer euh, quelle relation a l'utilisateur avec le produit, euh, comment on lui parle, comment on s'adresse à lui, quels sont les messages qu'on lui affiche. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment co-construit, c'est vraiment fait main dans la main, mais c'est quelque chose qui dépasse en fait le scope de l'UX Writer, en tout cas me concernant. Ok. Amandine, des choses à compléter sur ce sujet-là de comment tu travailles avec une équipe brand? Je suis complètement d'accord avec Sophie. Peut-être dire que en général, on résume le métier du UX-writer à cette question-là du tone of voice et que en fait, c'est une petite partie du travail et de ce qu'on fait. Et que c'est pas pour moi là que j'ai d'ailleurs le plus à apporter à une entreprise. Et d'ailleurs, si souvent une équipe vient se doter d'un UX writer, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il faut aller un peu au-delà de la question de la voix de la marque pour avoir un produit notamment plus concis. Ok. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé, Amandine, toi, d'A/B testing et de choisir tel ou tel terme parce que tu as vu que ça performait mieux, etc. Donc ça, c'est l'approche quantitative et j'imagine que tu peux effectivement
tester la performance de deux contenus différents. C'est quoi votre rapport, vous, en tant que UX Writer, au qualitatif, aux tests utilisateurs, aux interviews, etc., qui sont vraiment un peu inscrites dans le quotidien d'un product designer? C'est quoi votre rapport avec ces approches-là? Alors, de mon côté, je trouve, c'est complètement nécessaire aux questions du UX-writing, d'évaluer le contenu et de le faire bien. On peut évaluer le contenu de plusieurs manières. On peut avoir des idées de valence émotionnelle des mots qu'on utilise, évaluer le stress qu'on génère chez un utilisateur, ou avoir des données un peu plus quanti sur la question. Mais en tout cas, un des gros sujets, et c'est pas pour faire que la promo de ce qu'on fait avec UX Writers, mais il y a un talk là-dessus qui s'appelle Sortir du j'aime pas. Un des gros sujets de l'UX Writing, c'est d'essayer d'aller au-delà du débat de cette phrase, elle est pas belle, je la trouve pas très jolie, est-ce qu'on pourrait pas la tourner autrement? Ok. Et comment tu fais ça? Genre, par exemple, en test utilisateur, peut-être que comment tu valides un peu la valeur et la compréhension que peut avoir une tournure de phrase ou une partie de contenu. Alors, ça dépend. Tu peux avoir des tests qui sont dédiés au contenu, où tu peux évaluer la compréhension d'un utilisateur, mais là, c'est des tests qui sont modérés. Tu peux aussi aller chercher des données dans des plateformes comme Usabilia qui servent un peu à faire le trait d'union entre l'utilisateur et une équipe produit. Souvent, si tu vas gratter un peu dans ce que les personnes prennent le temps d'écrire, ils vont pas te dire il y a un problème de contenu, mais pour autant, si tu grattes un peu, tu vas voir qu'il y a des choses qui reviennent en termes de compréhension ou de dire qu'un élément ou un autre était pas clair. Ok. Sophie, toi, quelle approche tu as par rapport au qualitatif, au test utilisateur? Comment tu testes la valeur d'une Bah, partie de contenu? En fait, chez Docto, j'ai la chance d'être dans une équipe design où il y a plusieurs user researchers. Donc, en fait, je bénéficie de leur expertise pour justement assister à des entretiens utilisateurs, à des tests, etc., pour justement mieux comprendre le langage des utilisateurs. C'est assez clé chez Doctolib puisque du coup, il y a un produit qui s'adresse directement aux praticiens. En fait, moi, je suis pas médecin. J'y connais rien dans le domaine médical et en fait, c'est hyper important pour moi justement de comprendre et de saisir un peu tous ces termes qui sont du jargon médical mais qui sont hyper importants pour eux pour utiliser l'outil au quotidien. Que ce soit le jargon administratif médical, moi je limite mes connaissances limitent un peu à la carte vitale, enfin en tout cas avant, en termes de jargon. Et du coup, d'un point de vue purement médical, il y a vraiment des termes à savoir. Et en fait, sans entretien utilisateur, sans l'équipe user research, je n'aurais pas accès à tout ce jargon métier. Et aussi un peu comprendre, comme tu disais, Amandine, il y a un stress qui est lié aussi à certains usages. Et du coup, voir et percevoir un peu les émotions des utilisateurs, ça permet aussi un peu de se dire, mais en fait, le contenu, il a un intérêt, il doit désamorcer aussi toutes ces frustrations, ce stress. Et vraiment soutenir, par exemple, on sait très bien qu'un paiement, c'est assez anxiogène sur une interface. Du coup, voir et constater l'utilisateur utiliser un flow où il doit payer, rentrer sa carte, en fait, on se dit, OK, il y a quelque chose à faire d'un point de vue contenu pour justement le rassurer, l'accompagner, le guider. Dans la santé, c'est un peu le même système, enfin le même schéma en tout cas. Un patient qui vient sur Docto, il va avoir un besoin spécifique et du coup, son besoin, on ne sait pas c'est quoi exactement, mais en tout cas, on sait qu'il a besoin de trouver un rendez-vous avec un praticien. Donc, quel que soit le besoin et son état de santé, on va dire, en fait, nous, on va devoir avoir un ton, un travail autour des mots qui soit assez spécifique. Et avec l'équipe User Research, on se rend vraiment compte de ça. On se confronte en fait à ça. Et, et voilà. Ok, très clair.
Il me reste, alors l'heure elle passe super vite. Là, on est déjà à 19h, il est déjà 19h40 et on devrait déjà passer aux questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Je vais en poser une dernière. On l'a pas forcément préparée et ça peut aller très vite si vous n'avez pas d'exemple. Mais est-ce que vous avez une anecdote, une histoire à me raconter qui démontre un peu l'impact que vous avez eu ou un choix de copie, ça a changé de façon quantitative une partie du produit. Est-ce que vous avez un exemple comme ça? Les gens vont peut-être aussi pouvoir se l'illustrer un peu plus facilement. Alors moi j'ai un exemple de l'époque où j'étais chez Accor, où en fait en faisant un audit du tunnel de réservation, de ce qui se passait à la concurrence, en cherchant les éléments de frustration, on a pu, avec un A/B test, faire augmenter le nombre de transactions de 5%. Ok. Donc voilà. Et toi, Sophie? Alors, c'est pas vraiment quanti, mais c'est plutôt quali. En fait, c'est justement de démontrer que le contenu a vraiment un impact en fait sur la relation qu'on peut avoir avec l'utilisateur. Et je me souviens d'un écran qui était où j'avais commencé à écrire le contenu, et puis en fait, en prenant un peu de recul, j'avais écrit, c'était sur une interface, euh, j'avais écrit vous n'avez pas encore ajouté de documents. Et en le relisant, je me suis dit, mais en fait, ça sonne presque comme un reproche à l'utilisateur en lui disant, mais t'as pas ajouté de document, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, rien que de tourner la phrase différemment, et en fait, ça a été un cas super intéressant autant pour moi, parce que j'avais fait l'erreur de foncer vers le négatif, et du coup, de dire, ajouter des documents ici, par exemple, je sais plus c'était quoi exactement le terme, mais du coup, voilà, de montrer qu'en fait, on peut, avec un rien, vraiment changer la perception et la manière dont on s'adresse aux utilisateurs. Et du coup, je crois que je l'avais mis dans le design system parce qu'en fait, voilà, l'erreur venait de moi et je trouvais ça super intéressant en fait de relire à voix haute et de se dire, ok, là, on est un peu en train de pointer du doigt un reproche alors qu'en fait, il faut juste encourager l'utilisateur à ajouter ses documents et on s'exprime pas de la bonne manière pour faire ça, quoi. Tu viens de dire un truc là, c'est un rien, ça peut changer un peu la perception qu'ont les gens, etc. Moi, je me souviens des premières semaines que j'avais fait chez Blablacar, où le CEO de l'époque, Fred Mazella, m'avait dit euh, si vous avez un problème sur des interfaces, essayez d'abord de changer le contenu, parce qu'en termes d'efforts demandés pour pouvoir résoudre le problème, c'est là où tu as le plus gros levier en fait, parce que l'effort il est moindre, mais par contre comment l'impact que tu peux avoir derrière peut être énorme juste en ayant changé un petit peu une phrase, quoi. Donc il disait changer d'abord le contenu, après bouger l'interface, et si ça fonctionne pas, tu construis une feature pour résoudre le problème. Et ça me surprend du coup, tu vois, que ça soit sous-représenté aujourd'hui, l'UX Writing, alors qu'en fait les leviers pour pouvoir améliorer ton produit, ils sont encore énormes. Enfin bref, voilà, c'est pour un peu la petite anecdote nostalgique que je pouvais avoir de Blablacar. Mais voilà, il nous reste un peu plus de 15 minutes pour passer aux questions qui ont été posées par les gens qui nous suivaient. Il y a Robin qui nous demande à quel moment interviennent généralement les UX writers au sein du process de design. J'ai envie de dire le plus tôt possible. En fait, souvent, on construit le design et en fait, à la fin, on dit, on pense à la copie. Et justement, c'est une erreur parce que du coup, on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour construire le contenu parce qu'en fait, il faut composer avec un design existant. Et je sais plus si c'est toi, Amandine, qui le disait au début, mais en fait, le design, il va avec le contenu et le contenu va avec le design. En fait, c'est vraiment un tout. Et, euh, et du coup, il faut le construire le plus en amont possible. En tout cas, des fois, ça a du sens de savoir ce qu'on raconte avant de devoir le designer. Et du coup, là, on a une démarche qui est plus content first, où on va vraiment construire le message et ensuite le design il suivra, etc. Donc, le plus tôt possible, mais c'est pas la réalité de tous les projets. Et des fois, c'est pas toujours nécessaire, en fait, de commencer par le contenu. Des fois, il faut poser des intentions aussi design. Mais pour moi, c'est vraiment une co-création avec les designers le plus en amont possible en tout cas. Tu as des choses à rajouter, Amandine, à ça? À ce que vient de nous Non, expliquer Sophie? non, c'est rien à ajouter. C'était très très clair.
Il y a Valentin qui pose une question, mais je pense qu'on a répondu plus ou moins à la moitié de la question. Comment mesurer l'impact et définir des objectifs liés à l'UX Writing? Alors, le mesurer l'impact, on en a un petit peu parlé, qualitativement, quantitativement, tout ça. Mais définir des objectifs, c'est quoi vos objectifs? Souvent, dans les startups, on a des OKR, tout ça, quoi. Ah, la deuxième question est déjà une question piège. C'est ça, en fait, c'est hyper variable. Et puis, on arrive aussi souvent dans des structures qui découvrent nos métiers et c'est quasiment plutôt à nous de dire aux PM ce qu'on peut faire ou aux équipes analytics. Ça vient rarement dans l'autre sens. En tout cas, dans mon expérience, je sais pas pour toi, Sophie. Mais moi, c'est plutôt moi qui ai tendance à dire, mais en fait, on peut agir là-dessus, on peut mesurer ça, on peut avoir des progrès très nets avec le contenu, ce qui, toi, Julien, te semble évident, mais qui n'est pas du tout évident pour tout le monde. Donc, en général, dans mon expérience, ça se passe plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Et du coup, ça peut ressembler à quoi? Tu vois, alors, si c'est toi qui les donnes, les objectifs, ça peut ressembler à quoi? Bah, tu peux par exemple te fixer de faire un certain nombre de tests utilisateurs. Ça, c'est hyper intéressant. Ou te fixer de faire un certain nombre d'A/B tests. Alors, c'est un peu... Enfin, c'est une pente savonneuse de s'engager à des résultats sur des A/B tests parce que ça peut être hyper surprenant et surtout en termes de contenu où des fois tu es persuadé de quelque chose et en fait tu tombes complètement à côté. Mais je trouve qu'il est vraiment intéressant de s'engager à tester et que en ça, tout seul, ça sert à commencer à avoir des conclusions un peu sérieuses sur ce que cherche le public qui arrive sur tes interfaces. Okay. C'est plus des objectifs de moyens plutôt que de résultats derrière, d'impact ou tu vois, c'est le côté, on s'engage à tester tant de trucs, etc. Bah, en tout cas, il n'y a pas encore assez, à ma connaissance, de littérature qui va te dire tel processus va avoir un retour sur investissement de temps. Donc, tu peux t'engager à faire le processus. Tu peux dire que probablement, par exemple, si je reprends cette histoire de parcours de réservation chez Accor, tu peux dire jusque-là, il a été fait un peu comme on pouvait, personne n'y avait réfléchi de manière globale, donc je pense que je vais améliorer les revenus dessus. Pour autant, dire ça va être de tant de pourcents, en tout cas, moi, je ne vois pas de manière un peu sérieuse de le faire. Tu vois, puis je pense que c'est aussi contextuel parce que en fonction de la partie du produit que sur lequel tu vas travailler, ben, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats, etc. Donc, c'est peut-être un petit peu une estimation de l'impact que tu peux avoir, de l'opportunité que ça va te créer, et puis tu arbitres un peu ça. Et c'est pour ça que la priorisation, c'est un sujet si délicat, tu vois. C'est parce que tu peux pas avoir confiance suffisamment dans l'impact que tu vas avoir, sinon ce serait trop facile. Sophie, des choses à rajouter sur les objectifs? Est-ce que tu as des objectifs? Non, pas du tout, complètement aligné avec Amandine sur l'impact, sur les objectifs. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat, en tout cas, quand on est UX Writer. Ok. Question suivante, du coup. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des contenus en écriture inclusive? Y a-t-il des potentiels conflits avec l'accessibilité, personnes dyslexiques, etc.? Question de Julien. Alors, on a un talk là-dessus le 12 mai sur cette question très spécifique. Pour résumer, moi j'ai quand même l'impression souvent qu'on sort l'argument des personnes dyslexiques et du point médian pour combattre la question du point médian et que le reste du temps, les personnes dyslexiques, on s'y intéresse assez peu. Donc, je veux dire, si dans le cas d'une création de contenu, le seul moment où on va me parler d'accessibilité, c'est pour cette question-là, c'est qu'il y a un problème de réflexion, je trouve. Et ensuite, on peut faire un contenu qui soit dégenré en français en utilisant vraiment quasiment jamais le point médian. Un exemple que je prends toujours et qui est assez clair, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Si à la place tu mets voulez-vous vraiment quitter, en fait tu t'affranchis de mettre un E entre parenthèses, un point médian ou quoi.
Et alors, c'est une forme de gymnastique, mais vraiment, on peut le faire dans, je dirais, 90% des cas sans que ce soit moche. Il y a encore 5% des cas où ça va être un peu moche et peut-être 5% des cas où on va devoir utiliser un point médian ou recourir au masculin neutre. Mais en tout cas, on parle toujours du point médian alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut rester minoritaire. Ouais, clairement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, genre le point médian, enfin, l'écriture inclusive, c'est pas uniquement le point médian qui fait débat. Ça peut être les tournures de phrases qui soient un peu moins genrées, etc. quoi. Sophie, chez Doctolib, c'est quoi l'approche en termes d'inclusivité? Ouais, en tout cas, je suis très contente d'avoir cette question et d'avoir eu ton introduction, on va dire, ta réponse, Amandine, parce que je trouve que t'as été super claire là-dessus. Et effectivement, nous, chez Doctolib, on a fait plusieurs recherches et aussi sur quel langage on utilisait, comment on s'adressait aux utilisateurs pour être le plus justement inclusif possible. Et en fait, il s'avère que le langage neutre, donc certes, c'est une gymnastique un peu mentale, comme le disait Amandine, parce que on a tendance on a en plus une langue qui nous aide pas en français sur ce sujet-là, mais en fait, il y a moyen toujours de changer un peu la phrase, de la tourner différemment pour avoir un neutre qui pose pas de problème en fait. Et moi, j'ai envie de dire même que ça couvre 98% des cas parce que quand on a l'habitude, en fait, on se rend compte qu'on peut tourner la phrase différemment et du coup d'être sur un neutre qui du coup est inclusif et pas excluant justement pour toutes les personnes, qui soit aussi simple à lire parce que des fois en simplifiant la phrase, en la neutralisant si on peut dire, mais en fait on se rend compte que des fois c'est un peu plus lisible et si on est un peu plus clair, on est un peu plus concis. Et ça va aussi dans le sens de notre discours. Donc, chez Doctolib, on a justement parlé du design system tout à l'heure. Il y a une documentation, toute une page là-dessus. Et il y a aussi comment on utilise ce langage neutre en français, en allemand et en italien. Donc voilà, ça a été mis à jour récemment. Donc, si vous voulez y jeter un œil, ça peut être cool. Et puis du coup, on explique aussi pourquoi on a fait le choix du neutre et pas de l'inclusif avec justement ce point médian ou pourquoi on l'évite. Ok. Et ce que je trouve génial avec votre réponse là, c'est qu'elle répond à la question suivante de Florent. Comment peut-on faire en sorte d'être inclusif dans les contenus, éviter les pronoms il, elle, etc., etc. Vous avez donné des exemples, donc je pense que on peut passer à la suivante, à moins que vous ayez d'autres astuces dans votre besace. Je pense qu'il y a aussi d'autres questions sur l'inclusivité, d'essayer de. Là, on parle de la question du genre, mais il peut y avoir d'autres représentations charriées par la langue. Je sais que notamment en anglais, on évite de plus en plus le terme blacklist pour parler plutôt d'éléments interdits ou de listes refusées ou voilà ce genre de choses. En français, c'est moins développé, mais je pense que ce seraient des questions qu'il faudrait qu'on se pose aussi. Ok. Ouais. Ce qui est intéressant aussi avec le langage neutre, c'est que du coup, des fois, en se relisant et en s'y reprenant deux fois dans une phrase, on se rend compte qu'on peut éviter aussi des biais cognitifs. Je vois sur des interfaces, des fois, je vois écrit la secrétaire. Mais en fait, c'est un biais cognitif parce qu'on a tendance à penser que c'est un métier qui est représenté majoritairement par des femmes et du coup, on définit directement une femme à ce titre-là, alors qu'on peut dire le secrétariat de manière super générale. J'ai déjà vu aussi écrit le directeur, alors qu'on peut dire la direction, par exemple. Donc voilà, en utilisant ce langage neutre, on peut aussi éviter tout ce qui est biais cognitif lié aux représentations et du coup, ton exemple va aussi dans ce sens-là, Amandine, je pense. Ok, merci pour les réponses. Il y a Agathe qui pose une question. Alors tout à l'heure, Amandine, toi tu disais, c'est quand même dommage de parler des dyslexiques uniquement pour combattre le point médian, quoi. Et là, elle pose une question par rapport aux questions d'accessibilité. Ça se passe comment au niveau de l'X-Writing pour les personnes dyslexiques, par exemple? Existe-t-il des guidelines précises, des templates pour vous aider lorsque vous écrivez pour tous? Alors, C'est l'occasion d'en parler pour autre chose que pour le point médian.
Ouais, encore une fois, ça va être mieux développé le 12 mai, mais ce que je peux dire de mes connaissances, mais je suis pas experte sur le sujet. Moi, je travaille avec des experts sur le sujet. En tout cas, il y a une question importante qui est celle de la police qu'on va utiliser, qui est hyper importante pour augmenter la lisibilité pour les personnes dyslexiques. La question du contraste, il me semble, est aussi importante pour les personnes dyslexiques. Ensuite, il y a des notions d'organisation du texte, de privilégier par exemple les listes à puces, d'éviter les phrases trop longues, de faire ce que tous les Français ont appris au collège, enfin en tout cas jusqu'à nos générations, enfin un sujet, un paragraphe. Pas traiter tout et son contraire sur une même page, avoir des titres un peu clairs. Ça va faciliter la vie à toutes les personnes pour qui le texte peut être un facteur d'exclusion. Et j'ajouterais même un point sur la ponctuation. En fait, quand je parlais de guideline, en fait, je fais aussi beaucoup de recherches sur le français, la manière dont on écrit. C'est vrai que des fois, on déforme un peu notre manière d'écrire et en fait de structurer dans un bon français avec voilà une ponctuation adaptée. Ça permet aussi à toutes les personnes qui ont potentiellement des difficultés dans la lecture d'avoir en fait une phrase bien construite avec voilà des points. Tu parlais de structure, Amandine, et en fait c'est exactement ça de ne pas faire de raccourcis dans la manière d'écrire, mais d'avoir vraiment une structure en bon français. C'est quoi? C'est par exemple l'utilisation des virgules aux bons endroits, du point Par virgule, exemple, à quoi ça sert, ce genre de choses? Ok. ouais, par C'est cool. exemple, et puis il y a aussi des points finaux. Enfin, je sais que des fois on en met par effet de mode ou des fois on n'en met pas parce qu'on les oublie dans un paragraphe, etc. Mais du coup, ça permet aussi de bien structurer son propos, son contenu sur une interface. Je pense que c'est important. Ok, c'est clair. Une question de Fabien sur comment vous gérez l'UX writing entre produit et marketing. Alors, j'imagine que ça va parler un petit peu des alignements avec les contenus marketing et la brand qui peut exister. Ouais, ben, pour moi, il doit y avoir vraiment une collaboration, en tout cas, entre le marketing et le produit. Ça fait partie de l'expérience utilisateur, enfin, en tout cas de l'expérience, je sais pas comment on dit, client, au global, entre quand on est prospect et qu'on est attiré par des messages marketing ou en tout cas qu'on est ouais, attiré par tout ce genre de messages et qu'on arrive sur le produit. Pour moi, il ne doit pas y avoir de cassure entre les deux. Il doit vraiment y avoir une cohérence. On doit avoir le sentiment qu'on s'adressait à la même personne de la même manière et qu'il n'y a pas une espèce de tromperie entre ce qu'on nous dit côté marketing et ce qu'on nous propose côté produit. Donc, il y a un vrai alignement. Et par exemple, chez Doctolib, on fait vraiment attention à utiliser les mêmes mots et avoir la même définition des mots. Par exemple, on a co-construit un glossaire ensemble pour justement qu'on soit complètement d'accord sur la manière dont on utilise le terme praticien, par exemple, ou le terme professionnel de santé. Ça n'a pas le même usage et du coup qu'on soit complètement raccord sur ce qu'on dit, que ce soit côté marketing et côté produit. Donc il y a une collaboration qui est assez proche. Après, chacun a ses objectifs et ses enjeux qui sont différents, donc forcément on se sépare à ce moment-là. Mais du coup, il y a quand même un enjeu de collaboration qui est assez fort pour moi. Ok, c'est clair. Il y a des questions. Alors, je vais essayer de prendre une question de quelqu'un qui n'a pas eu de réponse encore. Il y a une question de Brad que je la trouve intéressante. Est-ce qu'on peut être UX writer en France si notre langue natale est l'anglais? Alors, il y a, Alors, enfin, je pense que ce qui est sous-entendu derrière, c'est travailler en tant que UX writer avec du contenu français. alors moi je pense que oui, parce que en fait le métier du X-Writer, alors il faut un bon niveau, hein, mais le métier du X-Writer, c'est clairement pas de faire de la littérature. Et que en fait, si tu maîtrises bien une langue, même si t'as pas exactement toutes les tournures idiomatiques d'une personne qui l'a apprise de manière native, ça va pas t'empêcher de faire les phases d'exploration, de création d'un vocabulaire. Enfin, tous ces éléments-là, tu vas pouvoir très bien t'en sortir.
Après, idéalement, c'est bien s'il y a une personne native qui peut faire une relecture derrière, histoire d'éviter de sortir quelque chose avec des coquilles. Mais pour moi, ça doit pas être un élément bloquant. Et je pense même que ça apporte une forme de richesse d'avoir une approche sur plusieurs langues pour la pratique de l'UX Writing. Et je pense à un truc, tu vois, alors c'est peut-être, ça va peut-être dans les deux sens, tu vois, il y a peut-être des pour et des contre pour cette raison-là. Est-ce que t'as pas besoin de précision dans ce métier-là, où en fait, tu es censé connaître un petit peu les nuances qui existent entre deux mots, tu vois. Je pense à confirmer et valider, par exemple. Tu vois, est-ce que il y a des nuances entre les deux que tu dois connaître pour faire le choix? Et tu vois, peut-être que le fait de justement pas être natif français, tu vas peut-être plus te documenter sur la différence qui existe entre ces deux mots. Je sais pas, tu vois, je lance un petit sujet comme ça autour de la précision, mais Alors, moi, je suis complètement d'accord et j'ai même. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir développer jusqu'au bout parce que j'ai oublié le fait important. Mais en tout cas, il y a une différence en anglais entre until et en français jusqu'à. En langue juridique, il y en a un qui comprend la date en question et l'autre qui ne la comprend pas. Et moi, j'avais aucune idée de ça. Bon, du coup, j'ai toujours aucune idée, mais au moins je sais qu'il y a une nuance qui m'échappe, alors que honnêtement, ok. jusque-là, j'en avais aucune idée. Ok. Donc ouais, effectivement, tu vois, ça peut être trompeur également sur certains aspects, quoi. Ok. Il est 20h01. Je vais me permettre de poser une dernière question qui est celle que j'ai posée hier aussi. Est-ce que vous avez des ressources pour les gens qui veulent se documenter un petit peu plus sur le sujet? Des choses à lire, des communautés à rejoindre, etc., etc. Même si on a fait beaucoup de pubs pour votre communauté de UX Writer tout au long Il du live. y a les talks aussi, organisés, parce que Sophie aussi, elle fait des choses, mais elle n'en a pas parlé. Ouais, j'ai deux choses à promouvoir du coup. Donc, il y a la masterclass avec The Design Crew, mais il y a aussi des talks qu'on fait avec d'autres UX writers sur Clubhouse, justement. Donc, c'est tous les jeudis à 18h30 sur Clubhouse. Et en fait, l'idée, c'est qu'on échange. Donc, on a des formats Q&A où du coup, tout le monde est invité pour poser leurs questions sur l'UX writing et on y répond. Ou alors, on a des thématiques plus spécifiques où on fait intervenir des experts, comme un peu sur le même format que vous faites, Amandine. Mais du coup, c'est vraiment voilà, parler du design system, de la localisation. Enfin, il y a beaucoup de sujets qu'on évoque. Et voilà, donc on essaye, je pense, par nos initiatives communes, de créer des ressources en français parce que il y a beaucoup plus de ressources en anglais puisque c'est un métier qui est quand même plus développé aux États-Unis notamment. Donc, il y a beaucoup de ressources en anglais. Il y a déjà des podcasts, des articles qui existent, mais voilà, c'est aussi important, je pense, de montrer que ça s'adresse pas qu'aux grosses entreprises, à Google, à Amazon et à Spotify, par exemple, mais que à partir du moment où on a un produit ou une interface et qu'il y a du contenu, il y a matière à faire de l'UX writing. Et voilà, du coup, j'espère que par nos initiatives, on essaye de faire passer ce message et de démocratiser un peu ce métier. Mais du coup, voilà, sur Twitter, il y a quand même pas mal de monde à suivre, je pense, sur Twitter et sur LinkedIn, qui partagent des articles en français. Et Il y a du coup, des, il y a, à l'époque, tu parlais un petit peu de côté américain, etc. Il y a John Saito qui a pas mal défriché, qui a pas mal écrit d'articles que j'avais trouvé super intéressants, qui est maintenant product designer. Je crois qu'il est passé de l'autre côté. Lui, il a fait le chemin inverse, de l'autre de ce côté, qu'on ouais. parlait tout à l'heure. Mais ouais, j'avais adoré. Il parlait de ce que ça voulait dire, trois petits points, par exemple, dans une Mhm. interface et décliner toutes les définitions un peu que ça pouvait avoir, etc. Amandine, toi, si tu avais des ressources à donner, des lectures à faire, des podcasts à écouter, ce serait quoi? Il y a le podcast d'Apolline Rouzet qui est bien fait, qui tourne pas mal sur LinkedIn. Mais sinon, de suivre les groupes sur LinkedIn, il y a pas mal de choses. Et de l'autre côté de l'Atlantique aussi, à Montréal, il y a une communauté qui est assez active. Mhm. Et sinon, les ressources que je connais, il y a Nicely Said, qui est un livre dont l'auteur ou l'autrice m'échappe, et Content Design de Sarah Richard, je crois, qui sont un peu les bases.
Ok, j'ai retrouvé le site de Nicely Said, donc je vais l'envoyer également dans le chat. J'espère que c'est celui-là. C'est un livre blanc avec ouais, Writing for the Web with Style and Purpose. Ouais, Nickel. Écoute, il nous reste plus qu'à clore un petit peu la session. Merci énormément Amandine, Sophie d'avoir été là pour discuter un petit peu de vos métiers. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont réagi dans le chat, tous ceux qui nous ont regardés en silence. C'était plutôt cool comme session. Design Break, ben voilà, on avait fait 3 sessions en 3 jours. Ça a plutôt bien marché. Je pense qu'on va essayer de réitérer et d'avoir d'autres événements un petit peu comme ça. Donc c'est pareil, vous pouvez un petit peu regarder ce qu'on fait sur The Design Crew, vous abonner sur LinkedIn, tout ça. Comme ça, vous serez au courant si on relance ce genre d'événement. Merci encore à vous deux. super. Et puis, bonne soirée. Et puis on espère de vous revoir bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt. Salut. Salut.